traités comme des inférieurs, peuvent triompher du colonialiste européen. Et c'est vrai chez Césaire, qui a une sorte de révélation quand il découvre Haïti dans les années 30. Mais dans l'espace anglophone, c'est C.L.R. James qui écrit son livre sur les Jacobins noirs. Il écrit pas les Jacobins noirs, il écrit Black Jacobins. Il parle aux Jamaïcains, il parle aux Africains anglophones, il parle à la Caraïbe anglophone, il parle aux États-Unis et il leur parle des Jacobins noirs. Celui qui le traduira en France après la guerre, c'est Pierre Naville, c'était un trotskiste. Il le fait dans un contexte où le mouvement de la décolonisation s'étend aussi dans l'espace français. Et dans l'espace hispanophone, on peut parler de Alejo Carpentier. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, d'ailleurs, moi je ne suis pas hispanophone, mais qui depuis Cuba va dans ses romans, Le siècle des Lumières, le royaume de ce monde, va chercher dans l'histoire d'Haïti, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de la Guyane, puisque le siècle des Lumières, ça raconte l'histoire sidérante d'un homme qui va participer à la première abolition de l'esclavage en Guadeloupe pour rétablir l'esclavage ensuite 8 ans plus tard en Guyane. Victor Hugues, qui est un personnage, un soldat de la Révolution qui est devenu un soldat du consulat de Bonaparte et qui incarne toutes les contradictions de la France dans ce moment-là. Mais c'est vers cette Caraïbe de la Révolution, dans la Révolution, dont le phare est Haïti, qui va chercher ça. Donc, parler d'Haïti comme première étape de la décolonisation, c'est replacer cette question du colonialisme et de la décolonisation dans le temps long. C'est replacer l'Europe, l'Afrique, l'Amérique, l'océan Indien, l'Asie, pas face à face, mais à même hauteur, avec l'idée que effectivement chaque peuple a droit à son indépendance et aucun ne peut prétendre à une supériorité par rapport à l'autre, fût-elle au nom des droits de l'homme. C'est un peu ça le problème de la France, c'est qu'on habille un sentiment de supériorité derrière des bons sentiments, l'universalisme, les droits de l'homme, mais quand l'universalisme et les droits de l'homme deviennent des instruments dans le passé de domination, c'était le récit que la France se racontait à elle-même de sa mission civilisatrice, pour justifier l'empire colonial sous la Troisième et là encore la Quatrième République. Mais c'est encore un peu ce qu'elle fait aujourd'hui quand elle donne des leçons à la terre entière sans accepter d'en recevoir. C'est bien de donner des leçons, c'est bien de défendre la liberté, mais si on n'est pas capable de recevoir soi-même des leçons sur sa propre histoire et de démontrer qu'on est capable de la regarder et qu'on est capable de recevoir des autres peuples des constats désagréables sur ce qu'on a pu faire et d'en faire quelque chose de constructif, d'avoir ce dialogue que tu évoquais, Jean-Marie, eh ben on n'en a pas complètement terminé en fait avec ce complexe colonial, cette déformation coloniale. Je n'épiloguerai pas davantage sur des déclarations récentes, mais manifestement, ce complexe-là n'a pas complètement disparu chez certains ici en France qui peuvent parler sur ces questions. Et puis, le troisième nœud, et là on arrive à 1825, c'est qu'après cette indépendance, la France a effectivement repris le contrôle de l'économie haïtienne grâce à des instruments économiques. La double dette, c'est ça. C'est l'idée que on n'arrivera pas à reprendre Haïti par les armes. On n'a plus les moyens. 1825, mon pauvre monsieur, la France est bien en peine. Donc c'est plus possible. Par contre, par l'économie, par la finance, on peut arriver à reprendre ce processus d'extraction qui était si profitable
en 1789. Quand on lit les textes des anciens colons, du parti colonial à cette époque, mais quand on lit aussi les textes des historiens du fait colonial français dans l'entre-deux-guerres, il se trouve que je suis en train de lire là actuellement pas mal de manuels d'histoire et de récits sur l'histoire coloniale qui datent des années 20 et 30, Saint-Domingue s'est vraiment présenté comme l'âge d'or de la colonisation française sous l'angle de la réussite économique, parce que ça marchait du feu de Dieu, parce que Saint-Domingue, c'était en 1789 le Qatar de la France, avec à la place du pétrole, du gaz, le sucre et le café. Et donc on regrettait ça. Ce qu'on voulait reprendre, puisqu'on ne pourrait pas reprendre main sur le pays, c'est au moins reprendre la main sur cette économie coloniale, de produits coloniaux. Et on y a réussi. Parce que ce que tu décrivais, Jean-Marie, à travers la double dette, c'est-à-dire le fait qu'on demande à un peuple de payer à un État des sommes considérables, qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cet argent? Haïti en 1825, et c'est vrai dans les siècles qui ont suivi, ça n'est qu'un pays agricole, il n'y a pas d'autre richesse. Donc demander à Haïti de payer la France, ça veut dire demander aux paysans haïtiens de travailler une large partie de leur temps pour que le profit qu'ils aident à faire avec leur café, dont le cours était fixé au port du Havre, avec leur sucre, que cet argent-là, il aille dans les poches de gens en France. On ne sait pas trop qui d'ailleurs, hein, entre parenthèses, on ne sait pas trop où cet argent est allé, sinon qu'il est allé en France. Hein. Excuse-moi, petite parenthèse, si. Non, en fait non, mais on pourra y revenir. On a 6 registres. Oui, mais justement, on peut retrouver les familles. Ça, c'est ceux qui auraient dû recevoir et qui pour certains ont reçu, mais les sommes qui ont été extraites pendant des décennies ne sont pas forcément, et en général ne sont pas allées à ces gens-là, pour des tas de raisons sur lesquelles je pourrais revenir. Mais en tout cas, elles sont allées en France, ça c'est certain. Et ça, cette extraction-là, c'est du néocolonialisme. C'est les mécanismes qu'on a vus après les décolonisations dans les années 60, où les grandes puissances occidentales ont conservé des liens avec ces anciennes colonies, désormais indépendantes, et ont extrait la richesse liée aux produits miniers, agricoles, etc., ont mis la main sur des infrastructures portuaires et autres, grâce à des liens économiques, grâce à des prêts qu'on fait, que le pays ne peut pas rembourser, donc on se rembourse sur les actifs du pays, on se rembourse sur les productions du pays. Et parler de la dette d'Haïti, c'est parler du néocolonialisme, c'est parler des inégalités dans le commerce international, c'est parler de problèmes très actuels. Et c'est la raison pour laquelle la France ne peut pas esquiver et ne doit pas esquiver ce débat, parce qu'il éclaire des points qui sont des points sur lesquels elle est interpellée, mais comme d'autres pays, pas seulement. Et si elle veut être à l'avant-garde, comme elle l'a été en 1789 quand elle a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et ben, en tant qu'ancienne puissance coloniale, en tant que pays européen, si elle dit qu'elle rejette radicalement les héritages du préjugé de couleur et elle lutte véritablement contre le racisme, si elle dit que dans les relations internationales entre États, elle accepte une relation égalitaire avec les États qui ont été anciennement colonisés, et elle accepte une conversation vigoureuse, mais aussi productive et fondée sur la base de la reconnaissance de la vérité, et si elle travaille à des relations financières dans le monde plus égalitaires, alors là, elle est fidèle à sa promesse. Et j'ajouterai une dernière chose, c'est que c'est pas un hasard non plus si tous ces pays dans les Caraïbes, et c'est pas que dans les Caraïbes, sont aussi victimes des injustices climatiques. Ces injustices climatiques, dans la dimension liée à la part humaine du réchauffement climatique,
elles sont liées aux activités économiques et industrielles de l'Occident des 3 derniers siècles. Et donc elles sont liées aussi à cette histoire-là. Et quand on parle de transfert financier dans les COP, de fonds verts, on parle de centaines de milliards de dollars pour permettre aux pays du Sud de s'adapter au réchauffement climatique. On parle effectivement de transfert de fonds du Nord vers le Sud. Ce n'est pas des réparations, mais c'est des besoins qui sont légitimes. Et si un débat sur les réparations permet de faire avancer la légitimité de ce débat et de créer des conditions pour que ces transferts puissent avoir lieu dans de bonnes conditions et avec des objectifs qui sont ceux-là, alors on aura fait quelque chose de bien. Bravo. Nous sommes censés avoir un dialogue. Et je trouve que nous sommes partis sur de bonnes bases, à la fois érudites, savantes même, et plût à Dieu que le quart de ce que tu viens de dire tombe dans les oreilles de chacun de nos citoyens. Je pense que ça changerait le paysage sonore, le paysage d'ensemble, et je retiens de ce brillant exposé fait avec le cœur aussi. Ça compte, c'est la marque française aussi. Hein. On parle avec le cœur parce que les principes viennent du cœur, pas de la tête. Et tu insistes donc sur 3 nœuds, le nœud gordien à trancher. La question du racisme anti-noir en France, pour dire que nous n'avons pas attendu les Américains pour lâcher les nègres. Ni nous n'avons attendu la jactance de certains politiciens pour théoriser sur l'inégalité raciale. Deuxième nœud, la décolonisation, qui n'a pas commencé au XXe siècle, mais dès le début du XIXe avec Haïti, et que la France a voulu dénier. Troisième nœud, la néocolonisation. C'est-à-dire cette capacité à se prévaloir d'une supériorité éthique, morale, et pour transformer, on va dire, ce capital à la fois esthétique, culturel, ce prestige, en instrument d'oppression vis-à-vis des pays les plus pauvres. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que la vertu de ce dialogue, c'est que nous ne sommes pas en train de dialoguer comme on ferait autour d'un échiquier, en passant des cases noires aux cases blanches. Ce n'est pas une lutte, pour mettre l'autre à l'échec, mais c'est vraiment le défi de notre époque par rapport à ceux qui vont nous suivre. S'il s'agissait de défendre, je disais ce matin à un camarade haïtien qui, justement, très ironiquement, me disait, mais qu'allons-nous faire de cet argent si jamais la France acceptait de mettre l'argent, la main à la bourse? À qui va-t-on donner cet argent? À barbecue, invité à la table de négociation, au Premier ministre, au Conseil présidentiel de transition, etc. Je me suis dit, mais dans le fond, nous qui avons soulevé cette question, ne le faisons ni pour l'honneur, ni pour l'argent. Et j'insiste là-dessus. Je ne compte pas devenir riche à titre personnel. Et je ne pense pas non plus que ça résolve à court terme le problème d'Haïti. Mais là encore, on revient au principe. C'est juste une question de principe. Et je pense que lorsque les principes sont éthiquement ancrés,
1000 ans, c'est rien dans l'histoire d'un peuple pour concrétiser son rêve, à condition de lutter avec acharnement et ténacité pour la reconnaissance justement de ce droit. Et si ces 3 nœuds sont tranchés, et je pense qu'il faudrait le glaive d'un titan pour procéder à un tel exercice, je ne dirais pas que la France serait un paradis sur terre, mais la France pourrait du moins se regarder dans un miroir, sans avoir à rougir. Et surtout, quand nous disons la France, nous parlons en fait de personnes de chair et d'os, de Françaises, de Français qui voyagent dans le monde et qui sont confrontés justement à ce miroir tendu par nous, les anciens colonisés, pour dire qu'avez-vous fait du monde? Et le paradoxe, l'injustice de cette situation, c'est que les Françaises et les Français auxquels sont reprochés ce passé ne sont précisément pas ceux auxquels, on va dire, ce passé a le plus profité. Ce sont généralement des militants de gauche, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, des gens comme toi, d'ailleurs, Pierre-Yves, qui, en découvrant cette histoire, conçoivent qu'il y a une injustice frontale, d'accord, à relever, et qui se disent, mais finalement, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Et qui se doivent de se défendre d'avoir été, d'être des descendants d'esclavagistes. Et moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, je rappelle que je suis géographe, que mes étudiants en géographie doivent faire du terrain. Et étant spécialiste en géopolitique des pays du Sud, la plupart de mes étudiants partent en Afrique, l'Afrique noire, en Amérique latine, et ils sont confrontés justement à cette histoire problématique de la France. Ils me disent, professeur, qu'est-ce que nous pouvons dire? Que faire, par exemple, lorsque vous allez au Mali et que vous ressort les propos que tel ou tel homme politique français peut avoir sur ce passé? Ou lorsqu'on peut vous reprocher, par exemple, d'être des descendants d'esclavagistes. Alors ma réponse, je ne sais pas si cela peut se généraliser, mais ce que j'ai constaté, c'est que généralement, elle les apaise. Et ça leur donne une sorte de vade-mecum pour le temps. Je veux leur dire que vous devez, pour vous sortir de ce mauvais pas, assumer intellectuellement que vous êtes aussi les héritiers de Toussaint Louverture, de Macantal, de Boukman, de Jean-Jacques Dessalines. Paradoxe de dire ça. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque les esclaves se sont soulevés et qu'ils ont proclamé la liberté universelle, ils ne l'ont pas fait seulement pour eux-mêmes, mais ils l'ont fait pour tous les héritiers de la République. Tous les républicains du monde sont héritiers de la Révolution haïtienne. C'est ça le message de Lénine. C'est aussi le message de Mao. C'est le message de tous les révolutionnaires du monde. Nous sommes tous descendants d'Haïti. Il y a toujours quelque chose en nous d'haïtien. C'est ça le message universel d'Haïti. Et je demande à mes étudiants d'assumer cet héritage. De la même façon que dans mes cours, j'assume, je ramasse, je me ressource au corpus occidental qui est le mien, qui est le nôtre, notamment, je dirais, l'héritage des Lumières. Et je me sens aussi proche de Diderot que de Bacanal, aussi proche
de Hannah Arendt, de tous sa lecture. C'est-à-dire, leur action et leur parole marchent dans mon sang. Si moi je peux le faire, pourquoi pas vous? Vous êtes aussi harnaché avec des lectures contemporaines, de Gilroy, de Fanon. Et ce sont des lectures aujourd'hui patrimoniales qui nous appartiennent à tous et à toutes, indépendamment de la couleur. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce qu'on ne dit pas assez et qu'il faut répéter, c'est que le combat en faveur des libertés et des dignités, déjà à l'époque, transcendait la barrière des races et des couleurs. En 1789, sur les 60 000 cahiers de doléances rédigés en France pour porter la parole donc, du peuple des différentes paroisses de France, il y en a 60 qui nous restent, dans lesquels est réclamée l'abolition de l'esclavage dans les colonies. Entre autres, le village de Champagney, dans le Jura, qui est aujourd'hui devenu une sorte de symbole de la résistance par le bas. Nous devons parler au nom du peuple de France et assumer que dès le départ, dès l'origine, il y avait des paysans français qui n'avaient rien à voir avec l'esclavage et qui étaient contre ce principe. Et la liberté acquise par les descendants d'esclaves a eu des résonances non seulement dans le Nouveau Monde pour inspirer les républiques sœurs de l'Amérique latine, mais aussi des combats ouvriers en Europe pendant tout le XIXe siècle, notamment en Angleterre, les grandes grèves dans le textile. Si on épluche les revendications des unions, qui sont les pionniers de la lutte des travailleurs, il y a l'idée qu'ils ne veulent pas travailler comme les nègres de Saint-Domingue, au même tarif. C'est-à-dire qu'il y a une identification de classe avec le combat des nègres. C'est dire que nous, Européens, et là je prends ma casquette universitaire, pour dire que notre héritage est un héritage bifide. Il est à la fois autoritaire, celui du pouvoir, celui de l'empire, mais il est aussi intellectuel, académique, philosophique, fondé sur des principes élevés. Et c'est la difficulté à accorder les principes et l'action politique qui crée le tragique du destin de l'Europe, du destin de la France. Et ce que je vois aussi, c'est que ce même dialogue que nous avons, il s'effectue à deux niveaux. Il y a un dialogue ancien, vieux, celui justement des intellectuels, des chercheurs, des gens qui, depuis des années, travaillent sur cette question et qui savent déjà. Moi, tous mes collègues français, mes amis cultivés, étaient au courant de tout cela et étaient d'accord que ce n'était pas normal. Et ce dialogue restera un dialogue de niche. Tant qu'il n'y a pas à un autre niveau, justement, une parole médiatique, un bricouri, comme on dit en créole, le moment où le débat public se saisit de la question pour en faire un motif de combat collectif, pour en faire un motif d'engagement citoyen et civique. Mais ça, bien entendu, il faut des moyens de le faire savoir. Nous avons la chance d'avoir Pierre-Yves qui, par sa position, est capable de porter cette parole en haut lieu, et j'espère que ce sera fait. Mais notre pouvoir reste un pouvoir éthique et moral. Nous n'avons aucun moyen
d'influer sur la politique active actuelle. Mais nous pouvons changer les représentations. Et c'est pour ça que, à mon humble niveau de ce dialogue, je suis extrêmement patient. La France est tranquille. Je suis même bienveillant vis-à-vis de la France. J'ai envie de lui dire, prends tout le temps qu'il te faudra pour rassembler, sou après sou, l'argent qu'il faudra quand même un jour débourser pour aider le peuple haïtien, qui est un peuple frère. La République haïtienne, qui est une république jumelle de la France. Nous ne sommes pas filles de la France, nous sommes jumelles. Hein? Nos deux républiques sont nées en même temps, sur les mêmes principes. C'est un peu Caïn et Abel. D'accord? Et ici, Caïn a assassiné Abel. Annabelle. Et c'est ça qui est pas chouette dans l'histoire. Nous, on rêve de Caïn et d'Annabelle, main dans la main, se regardant à hauteur d'homme et de femme, sans avoir à rougir, sans avoir à s'insulter. Parce que ce qui est intéressant de se dire, c'est que nous parlons d'un avenir qui ne nous appartient pas. Nous n'avons pas idée de ce qu'il sera d'Haïti ni de la France dans 50 ans. La géopolitique mondiale va connaître d'ici quelques semaines des bouleversements considérables. Et nous avons besoin, nous qui représentons, je dirais, quelques étincelles de lumière, de liberté dans le monde, de rassembler toutes nos forces. Et je pense que sur la base des principes qui sont partagés, la France aura besoin d'Haïti pour affronter les tempêtes à venir. Merci. Alors après, ce que tu dis, et j'aime que tu finisses sur une touche d'espoir, et ce qu'on dit tous les deux, c'est ce dialogue, il est nécessaire, et la France doit être capable de faire face à ce passé, d'en parler, et quand je dis la France, c'est pas juste les dirigeants français, c'est la population française dans la perception qu'elle a d'elle-même et de son histoire. Et le fait que ça soit si difficile sur les questions coloniales, mais s'agissant de Haïti, on a dans la mémoire nationale un trou béant, avec un vide, qui est le vide de l'ignorance. C'est pas du déni, c'est de l'ignorance. Alors une ignorance qui est pour partie entretenue, mais c'est un défaut de connaissance. Et ce défaut de connaissance, il empêche en fait de trouver la porte de sortie face à cette injonction qui est faite aux Français quand ils sont hors de France, ou même ici, quand on les interpelle, de faire face à leur passé, et notamment leur passé esclavagiste. Moi, quand j'essaye d'analyser pourquoi c'est si difficile de parler de ça, alors que c'est un passé qui est quand même lointain, et malgré tout, qui crée, on le voit dans les fausses polémiques qui sont générées à périodes récurrentes sur ces sujets-là, en instrumentalisant des termes comme repentance, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est si sensible quand on parle de ça? L'image que j'utilise, c'est celle de la Deuxième Guerre mondiale. On est, vis-à-vis de ce passé, et notamment vis-à-vis d'Haïti, dans la position de Français qui, au regard de la Deuxième Guerre mondiale et de la collaboration, ne connaîtraient confusément que le régime de Vichy et ignoreraient l'existence du général de Gaulle, l'existence de la résistance intérieure, l'existence des Justes de France, quand on parle de la complicité de la France dans le génocide des Juifs. Et si on ne sait pas tout ça,
C'est clair qu'on n'a pas tellement envie d'aller regarder en face un passé qui est celui de la collaboration de l'État français, le racisme, l'antisémitisme, le plus cru dans tous les palais de ce qui était autrefois la République ici à Paris, dans tous les journaux, des législations abominables. Si on ne connaît que ça de l'histoire de France entre 1940 et 1945, c'est clair qu'on n'a pas tellement envie d'y aller voir et de reconnaître. Et pourtant, il faut le faire. Et il a fallu 50 ans pour que, en 1995, Jacques Chirac enfin reconnaisse la responsabilité de la France dans le génocide des Juifs. Et la France ne s'est pas effondrée en 1996 après cette reconnaissance. Au contraire, elle s'est renforcée. Et on ne peut pas dire que le déni que François Mitterrand entretenait sur cette question-là, dans notamment son deuxième mandat, a renforcé la France. On voyait bien qu'elle, en fait, l'enfermait dans un corner de plus en plus étroit, dont elle ne savait plus comment sortir et qui hystérisait tout le monde. Donc la vérité permet de sortir, mais quel récit a permis de retrouver le chemin d'une capacité à se voir, y compris dans les pages sombres de l'histoire? C'est aussi parce qu'on nous a raconté l'histoire des résistants, l'histoire des Français libres, l'histoire des Justes de France. J'en parlais tout à l'heure, et les Justes de France, ils ont aussi leur hommage dans le discours du Veldiv. Et c'est parce qu'on montre que un pays, c'est pas un bloc, c'est pas un monolithe, et quand ce pays commet des crimes, c'est pas tous les habitants de ce pays qui commettent ces crimes. Sinon, là-bas, il y a un portrait de Duvalier, on dirait tous les Haïtiens sont coupables de la dictature en 1975. On voit bien que ça n'est pas le cas. Et en France, ça n'était pas le cas non plus. Il y a toujours des voix dissidentes, des gens qui, dans l'obscurité d'une trahison du pouvoir, maintiennent la flamme de la justice, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et c'est ces flammes-là dont on a besoin quand on raconte notre passé. C'est pour ça que nous, à la Fondation, quand on parle du passé esclavagiste et quand on parle d'Haïti, on parle des flammes qui ont brillé à ce moment-là pour s'opposer à ce principe, qui ont travaillé main dans la main dans l'Hexagone, outre-mer, à détruire ce système-là. Et lire ces textes, découvrir qu'en 1789, un homme comme Mirabeau, dont on connaît le nom, il y a des statues de Mirabeau dans nos villes, il y a des rues de Mirabeau, il y a des lycées, etc. On le connaît, mais connaît-on ce texte-là? Non, il n'est pas dans les manuels scolaires. On ne sait pas que des gens ici ont pu voir effectivement ce qu'il fallait voir, ont eu cette préscience-là. Il était très en avance. La Révolution à cette époque, l'Assemblée révolutionnaire, elle était indifférente à ces questions et manipulée par le parti colonial. Et on avait des Jacobins, Barnave, qui était, après Mirabeau, le deuxième homme fort de cette époque dans la Révolution française. Il était lié au parti colonial et il s'est battu pour maintenir le système, alors que ce système était évidemment contradictoire avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais au nom d'un réalisme à la fois diplomatique, économique, il a défendu, et puis peut-être qu'il était payé aussi par le parti colonial, mais il a défendu ce système-là. Et la masse des révolutionnaires, à cette époque, pensait qu'il avait raison, qu'il ne fallait pas trop en faire, que si on mettait à bas le système colonial, c'est les Anglais qui en profiteraient. Donc il y avait toujours des raisons géopolitiques, économiques, diplomatiques, militaires de ne pas le faire. Et ça, c'est les contradictions d'une époque. Et en parlant de ça, en mettant de la complexité dans le récit, en montrant les oppositions, en essayant de comprendre aussi ce qui se joue dans ces oppositions, il y avait des idéologues qui étaient radicalement hostiles à reconnaître l'égalité des droits, y compris avec les livres de couleur. Ceux-là, ils étaient le plus loin du mauvais côté de l'histoire, mais plus près du centre, il y avait les pseudo-réalistes qui considéraient qu'il y avait
certains endroits, certains intérêts qu'on ne pouvait pas remettre en question au nom des valeurs, que les valeurs s'arrêtaient aux rives de l'Atlantique. Ces réflexions-là, le fait que est-ce que les valeurs qu'on défende ici, elles sont valables ailleurs, c'est des questions qui ne sont pas des questions qui ne concernent que les hommes des Lumières. C'est aussi des questions qu'on se pose nous, au regard du droit du travail aujourd'hui, au regard du droit des femmes dans le monde. Réfléchir aux contradictions d'une époque, ça aide à affûter ces principes, à les tester, à en comprendre aussi la difficulté quant à leur mise en œuvre, et ça sort d'une histoire binaire qui est fausse, qui opposerait un pays en bloc à un autre pays en bloc, une population en bloc à une autre population en bloc, et a fortiori une couleur de peau en bloc à une autre couleur de peau en bloc, ce qui en fait revient à, si on suit cette pente-là, à reprendre le discours des esclavagistes du préjugé de couleur qui a créé cette distinction qui est artificielle et qui ne repose sur rien. Donc il faut retrouver de la complexité. La France entre 40 et 44, c'est complexe. Dans les Français libres, il y avait des gens d'extrême droite et des gens d'extrême gauche. Dans les forces françaises libres, c'est complexe. Mais c'est cette complexité-là qui dit la vérité de l'histoire et qui offre à une population le chemin pour sortir du déni face aux pages sombres de son histoire. Alors ça demande effectivement un effort. C'est plus difficile à tenir comme discours que de dire Haïti is a virtual country, pour prendre les termes du futur président des États-Unis, et on sait, on peut craindre que la situation d'Haïti s'aggrave après le 20 janvier avec ça. Mais si on a quelque chose à apporter au monde, nous Français, et j'élargis ça à tous ceux, à Haïti, en Afrique, en Amérique, en Asie, dans l'océan Indien, Pacifique, Indien, etc. Tous ceux qui ont envie de voir un peu plus de justice dans ce monde, c'est ça qu'on doit apporter. C'est cette complexité-là qui est la complexité humaine et qui nous permet de triompher des idées simples, a fortiori quand ces idées simples sont des idées de puissance des uns sur les autres. Magnifique, merci. Savoir est aviatique. Je crois que le moment est venu peut-être d'engager un dialogue avec la salle. S'il y a des personnes qui veulent prendre la parole, je vois une main qui se lève, madame, puis Corentin. Avant tout, je voulais vous remercier en fait pour cette intervention qui était très fournie en références historiques, en positionnement. Je ne reviendrai pas sur le pourcentage de personnes d'extrême droite dans la résistance et personnes d'extrême droite engagées dans le régime de Vichy. Je pense que la proportion n'est pas tout à fait la même. Mais bon, ni même sur, je ne reviendrai pas non plus sur ce mot valise extrême droite qui a énormément évolué, mais qui renvoie toujours à des origines racistes, racialistes, et qui ne sont pas véritablement l'ami des droits de l'homme et de l'universalisme. Non, je ne reviendrai pas là-dessus. Par contre, j'ai une question naïve, bien sûr, parce que ce n'est pas mon domaine, qui concerne notamment les intérêts. Vous avez parlé tout à l'heure, de complexité. Je crois qu'effectivement, la complexité peut éventuellement se voir à travers les intérêts, qu'elle peut notamment permettre de positionner, je peux parler de dominants et de dominés, mais en tout cas les victimes des auteurs. Et je voulais savoir si dans votre démarche au mémorial, vous aviez cette direction en tête. Alors quand vous
vous parlez des intérêts de la dette, c'est-à-dire à qui est allé l'argent, c'est ça? Ou enfin, à qui a profité l'indemnité ou... Exactement comme pour le fonds vert, oui. Je parle d'argent. Alors, sur le plan de l'argent, ça me permettra de prolonger le petit échange qu'on a eu avec Jean-Marie. Comment ça s'est passé, le versement de l'indemnité? Donc, l'ordonnance de Charles X dit il faut payer 150 millions de francs or. Concrètement, cette somme, et il faut la payer en 5 ans. En fait, ça se passera pas comme ça. Il y a une première annuité de 30 millions qui va faire l'objet, qui va être payée, et qui va être payée parce qu'on va obliger Haïti à emprunter 30 millions de francs de l'époque à des banquiers français, un consortium de banquiers français qui était coordonné par un très très grand financier et banquier français de l'époque qui s'appelait Jacques Lafitte. Donc ces 30 millions, ils sont allés, Haïti a dû les rembourser et ils sont allés dans la poche de ces financiers. Après, les 60 millions qui restent, l'argent devait aller donc aux ayants droit, donc des anciens propriétaires d'esclaves de Saint-Domingue. Et donc il y a des listes, effectivement, ils ont passé 10 ans à la Caisse des dépôts et consignations à faire ces listes, et il y a des registres qui donnent des noms. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sommes qui vont être versées, donc je disais, on parle de 150 millions, en 1838, il va y avoir un traité entre la France et Haïti qui va réduire cette somme globale de 150 millions à 90 millions. Et ces 90 millions, effectivement, seront intégralement payés par Haïti, c'est-à-dire par les paysans haïtiens, à des gens en France. Et alors, et ça va se passer année après année. Le dernier versement de ces 90 millions de francs, il date à peu près de 1887. Donc pendant plus de 60 ans, 1825-1887, il y a de l'argent qui va sortir d'Haïti, au début dans des coffres cerclés de fer avec des monnaies qui correspondaient aux monnaies qui avaient été échangées sur les marchés d'Haïti pour la vente des biens. Et à partir des années 1840, en fait, la France, dans son génie des impôts, la France, elle est un des pays les plus performants pour percevoir les impôts. Et donc, comme c'est très compliqué de percevoir des impôts en demandant que tous les ans, il y ait des caisses d'argent qui partent de Port-au-Prince pour aller jusqu'à la rue de Lille, à Paris, siège de la CDC, pour pouvoir ensuite être redistribués en France, les Français vont faire quelque chose qu'on va voir plus tard au XXe siècle dans les pays du tiers-monde. Ils vont dire, cet argent, on va le prendre directement au départ dans la poche des importateurs français qui achètent le café haïtien. Et donc, au port du Havre, on va récupérer, les douaniers français vont récupérer l'argent directement que les importateurs français auraient dû verser à Haïti, et plutôt que de le verser à Haïti, ils le versent à la CDC. C'est un peu comme les saisies sur salaire de la direction des impôts. Quand vous n'avez pas payé vos impôts et qu'on fait une saisie sur votre salaire, votre employeur est obligé de payer les impôts au lieu de vous payer. Donc c'est ça que la France a fait. Et donc elle a pu donc très facilement récupérer l'argent jusque dans les années 1880. Après, à qui cet argent est allé? Au début, les gens avaient des titres, les gens des fameuses listes avaient des titres et ils allaient à la caisse de la CDC pour toucher leur argent. Donc il y avait des annuités et on a étendu ça sur 30 ans et ils allaient toucher ces sous et c'était très lourd et très compliqué en bureaucratie. Donc là encore, le génie français pour organiser des choses, pareil, dans les années 1840, on va en fait faire des titres, faire comme si les ayants droit de cette indemnité devenaient des créanciers de l'État Haïti. C'est comme s'ils avaient souscrit un emprunt d'État d'Haïti. Et à partir du moment où on a titrisé ces sous, on perd la trace des bénéficiaires. C'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas exactement. On sait que les titres ont été émis. On sait qu'ils ont été payés jusque dans les années 1880 grâce à l'argent qui venait
d'Haïti, mais ensuite, dans les registres de la CDC, on ne sait pas exactement à qui ils ont été payés, parce que les titres, ils étaient anonymes. Alors que dans les registres, on savait à qui on versait, il fallait que monsieur Untel, madame Untel, veuve de monsieur Untel, aille au guichet de la CDC pour toucher ses sous. Ce qui ne disparaît pas, et ce qu'on sait très bien, c'est qu'effectivement, l'argent est parti d'Haïti, il est arrivé en France, et ensuite, il s'est dissous, comme l'eau dans le sable, dans la France. C'est là où on voit l'absurdité de ce mécanisme. Parce que les anciens propriétaires d'esclaves, en 1870 ou 75, quand il y avait encore de l'argent qui venait d'Haïti, ils étaient morts depuis longtemps. Leurs ayants droit, il y avait eu des héritages, etc. Plus personne ne se souvenait. Par contre, il y avait toujours des gens qui avaient les titres, qui récupéraient l'argent. Donc cette indemnité ne servait plus à rien. Si tant est qu'il ait été légitime d'indemniser les anciens propriétaires d'esclaves, et on sait qu'au regard de la justice historique, ça ne l'était pas, mais même en admettant ça, continuer à faire ça dans les années 1860, 70, 80, c'était absurde. Mais c'est une absurdité scandaleuse au regard d'Haïti, parce que pendant toutes ces années-là, on a continué à prélever en France l'argent qui aurait dû aller à Haïti pour rémunérer le travail des paysans haïtiens. On l'a gardé, on l'a distribué à on ne sait pas trop qui. Comment l'histoire s'est-elle terminée? Alors il y a deux embranchements, c'est que pour continuer à payer, parce que Haïti s'est appauvri, n'arrivait pas à remplir ses obligations, donc elle s'est endettée de nouveau. Et c'est ce cumul de dettes du 19e au 20e siècle qui se termine à peu près dans les années 1940. Mais du point de vue de l'indemnité, en gros, dans les années 1890, c'est terminé. Théoriquement, on ne verse plus rien à personne. Et en 1925, c'est quelque chose qu'on a trouvé, la Fondation, dans une note de la CDC. En 1925, au nom de la prescription trentenaire, quand vous avez une dette avec quelqu'un, au bout de 30 ans, si ce quelqu'un n'a pas réclamé le remboursement de sa dette, la dette disparaît et vous récupérez l'argent. Et donc, en 1925, la CDC a clos les comptes de l'indemnité d'Haïti. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais c'est tout à fait réel. Et il restait un reliquat, 15 000 francs de l'époque, en 1925. Et plutôt que de reverser cette somme aux habitants de la partie française de Saint-Domingue, pour prendre l'expression qu'on trouve dans l'article 2 de l'ordonnance de Charles X, qu'est-ce que la CDC a fait? Vous savez, elle a versé ces 15 000 francs au Trésor public français. Donc voilà la conclusion de l'indemnité. Et c'est là où on voit, on est dans une absurdité monumentale. Ça commence par un scandale que Jean-Marie a bien qualifié dans son article de Libération, où le vaincu fait payer au vainqueur sa victoire. Et par ailleurs rehaussé par un scandale moral qui est qu'on fait payer à d'anciens esclaves une indemnité pour leurs propriétaires. Donc il y a déjà quelque chose de vicieux dès le départ, et de choquant dès le départ. Mais la fin est scandaleuse par son côté totalement absurde. Et c'est là où, si on veut avoir un regard rétrospectif, anachronique, dirons-nous, c'est-à-dire regarder le passé avec les yeux du présent, ce qui se frappe, c'est que cette absurdité-là, elle a choqué personne, notamment sous la Troisième République, quand, entre 1870 et 1886-87, quand il y a eu les derniers versements d'Haïti au titre de cette indemnité, il n'y a eu aucun républicain, aucun ami de la liberté, aucun ami d'Haïti qui, sous la Troisième République, s'est dit, quand même, pourquoi ce pays, qui est très pauvre, continue à nous verser ces sommes-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas annuler un bout de cette dette? On l'a déjà fait, plus tard on le fera. Ça n'est venu à l'idée de personne.
Et c'est tellement vrai, et là encore, on voit le génie, le savoir-faire français pour faire rentrer les sous, c'est que il y a eu des échanges de courriers entre la CDC, l'État français, l'État haïtien, à la fin des années 1880, au début des années 1890, parce que la CDC considérait qu'il restait des sous à récupérer. Et donc elle a dit, mais moi, le solde n'est pas apuré, donnez-moi les sous. Finalement, ça ne s'est pas fait et les choses ont été closes dans les années 1890. Mais il y avait encore des gens qui considéraient que c'était leur devoir de faire ça et qui n'ont pas du tout perçu à cette époque l'absurdité de ce prélèvement, cette extraction qu'on faisait d'un pays immensément riche comme l'était la France à cette époque vers un pays extrêmement pauvre de l'hémisphère nord. C'est le cours de l'UNESCO. Bonsoir, merci pour ce débat hyper intéressant. On parle beaucoup il y a une grosse réflexion sur la dette du côté des Haïtiens ou de ceux qui s'intéressent à Haïti, mais du côté français, de l'État, du gouvernement, de l'administration, est-ce que il y a une discussion en interne, est-ce qu'ils y réfléchissent, ou alors pour eux c'est un non-débat, ça n'existe pas et c'est un problème haïtien? Voilà, je veux savoir si l'État français, lui, se pose la question en disant qu'un jour ça va leur potentiellement retomber dessus, ou c'est pas un sujet? Je vais faire une réponse courte. En diplomatie, le silence est une réponse qui est construite et réfléchie. Et sur un sujet comme celui-là, être silencieux, c'est pas ne pas avoir entendu. Oui, je voulais rebondir sur la question, c'est que vous souhaitez que... Oui, je voulais rebondir sur la question de notre ami. Effectivement, vous voulez relever le niveau du débat, celui est très intéressant que vous venez de livrer aux auditeurs, mais quels sont les hommes, les femmes politiques qui peuvent prendre en charge ce débat? Depuis 2003, depuis que Aristide a fait ressortir ce problème de la dette, il y a eu combien de présidents, de ministres, de gauche, de droite, qui ont vraiment abordé le sujet? La commission de Régis Debray a esquivé complètement le problème, alors que c'était certainement au centre des réflexions qu'on devait avoir et que ça remonte au niveau des différents ministres. Alors, en ce qui concerne donc l'historique des positions de la France par rapport à cette demande qui a effectivement été formulée pour la première fois dans ces termes par le président Aristide en 2003 dans un contexte très particulier où il a trouvé dans cette revendication une sorte de viatique par rapport à une impasse politique dans laquelle il était en train de s'enfoncer, mais il a posé cette question. Et le fait qu'elle vienne de quelqu'un sur lequel on peut avoir un avis ne fait pas disparaître la portée théorique de cette question. Cette portée, si nous, à la Fondation, on en parle, c'est parce qu'on pense qu'elle n'est pas liée à ceux qui la posent, elle est liée à la situation objective. Alors face à ça, donc, Aristide fait sa demande, enfin sa déclaration, en avril, dans mon souvenir, 2003. En octobre 2003, le ministre des Affaires étrangères, à l'époque Dominique de Villepin, annonce qu'il crée une commission sur les relations France-Haïti, présidée par Régis Debray. Il fait cette annonce dans le contexte aussi où on arrive au bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, qui allait être célébré le 1er janvier 2004. 1er janvier 1804, 1er janvier 2004. On ne fera pas l'insulte à Dominique de Villepin de considérer que lui ne connaît pas l'histoire d'Haïti et l'histoire de la dette.
Ceci étant, quand vous lisez... Alors, ce qui est intéressant dans cette commission, moi je suis inspecteur général des affaires sociales, j'ai fait plein de rapports. La première chose, l'annexe numéro 1 de tous les rapports, et de tous les rapports de commission, c'est la lettre de mission. Si vous allez, et vous trouverez sur le site viepublique.fr, si vous allez lire le rapport de Régis Debray, enfin la commission de Régis Debray, vous ne trouverez pas de lettre de mission. La seule chose que vous pourrez retrouver, c'est un discours de Dominique de Villepin qu'il a prononcé en octobre 2003 en installant la commission Debray. Dans ce discours, il n'y a pas une seule fois le mot dette. Il insiste sur l'importance de la relation, de la profondeur de la relation entre la France et Haïti, etc. Je ne me souviens plus s'il évoque explicitement le passé esclavagiste, etc. Mais en tout cas, il n'y a pas un mot sur la dette. Pas un mot. Dans le rapport lui-même, parce que, en vérité, et c'est là où on voit que ce n'est pas juste les gens qui posent cette question-là, qui inventent ce problème. La réalité, c'est qu'on ne peut pas esquiver la question de la dette, et donc la question de la dette, elle est évoquée explicitement dans le rapport. Il y a une annexe qui parle de la dette, alors que ça n'était pas demandé. Dans le discours de Dominique de Villepin, il n'en parle pas. Et le rapport, effectivement, esquive cette question. Il dit, et là c'est dans le rapport rédigé par Régis Debray, il dit c'est pas le sujet, mais il n'argumente pas, il réfléchit pas. Il n'y a pas de fondement juridique. Il ne cherche pas à ouvrir un débat, il cherche à le fermer, mais pour le fermer, il faut le nommer. Sinon, ça devient totalement absurde. Sinon, on est comme dans l'ordonnance de Charles X, où on parle d'une fiction qui est la partie française de Saint-Domingue, qui a existé encore après 1804 et à qui on octroie son indépendance. Ne faisons pas l'insulte à Régis Debray d'imaginer qu'il était dans la posture de Charles X. Mais effectivement, c'est une esquive. Après, Nicolas Sarkozy fera une halte à Haïti, mais pas dans le cadre d'un déplacement officiel, en 2008 ou 2009. Et je ne me souviens plus très bien ce qu'il a dit, mais il n'a certainement pas parlé de la dette, et ça n'a pas eu d'impact 2010. Ouais. Il n'y a pas eu d'impact particulier. En 2015, François Hollande est venu en Guadeloupe inaugurer le Memorial Act, et le lendemain, il partait à Haïti en visite officielle cette fois-ci. C'était la première visite officielle d'un président de la République en République haïtienne. Et dans son discours au Memorial Act, il a eu une envolée improvisée. J'étais bien placé pour le savoir, puisqu'à l'époque, j'étais conseiller mémoire et plume du président. Dans une envolée lyrique, il a parlé de la dette, parce que il en avait parlé, c'était dans le discours, mais il en avait parlé avec Christiane Taubira, qui était là aussi juste avant, et dans une improvisation pas du tout préparée, il a dit « Et cette dette, en allant à Haïti demain, je la quitterai ». Je me souviens, j'y étais, je me souviens du saisissement de l'assistance. Il y avait une demi-douzaine de chefs d'État caribéens et puis tout un tas de gens particulièrement sensibles à la mémoire de l'esclavage et donc à la mémoire haïtienne qui ont compris que ça y est, la France allait rembourser sa dette. Je suis allé voir les conseillers diplomatiques juste après en disant mais qu'est-ce qu'il a dit le président là, et ils m'ont dit non, c'est pas du tout ça, c'est une expression, c'est la dette morale, etc. Et c'est l'élément de langage qu'il va reprendre ensuite à Haïti. Honnêtement, c'est pas le meilleur souvenir que je garde de mon passage à l'Élysée, parce que je trouve que ce sujet, indépendamment de l'anecdote, ce sujet mérite mieux. Il mérite mieux qu'une envolée lyrique. Il y a une forme de sincérité, de rouerie qu'on pourra trouver. En tout cas, il y a une volonté de ne pas esquiver le mot, mais il n'y a pas eu de volonté de l'affronter vraiment, à la fois politiquement, en ayant un discours vraiment construit où on réfléchit précisément à qu'est-ce que ça veut dire reconnaître ça, et on le fait comme Jacques Chirac l'a fait avec le Veldiv. C'est des mots qui pèsent, et donc il faut les construire, c'est pas des trucs qu'on improvise. Et au-delà,
il y a eu un resserrement de l'appui entre la France et Haïti, mais très superficiel en fait. Et aujourd'hui, enfin, depuis 2015, à ma connaissance, il n'y a eu aucune parole publique, aucune, de la France sur ce sujet-là. Pas après l'article du New York Times, pas après les évocations de ce sujet-là dans différentes instances internationales, notamment aux Nations Unies, où on parle de ça dans un certain nombre d'organisations, d'institutions des Nations Unies. Et aujourd'hui, dans les éléments de langage de la diplomatie française, on ne dit rien. Et comme je le disais, en diplomatie, ne rien dire, c'est parler. Je pense que c'est... En 2008, c'est bon. En 2008, oui, en 2008, l'Italie s'excuse à la Libye et paie une indemnité de 5 milliards de dollars. Vous pensez qu'un bon matin, la France va faire la même chose? Alors, ça renvoie à la question des réparations de la colonisation et de la justice historique. Et là-dessus, moi, je ferai deux remarques. La première, c'est que pour ces blessures historiques, les grands crimes de l'histoire, le processus de réparation, enfin, une fois qu'ils ont été commis, la question de la réparation, de punir les coupables, de reconnaître et de réparer, c'est une question essentielle. Et c'est une question de justice, et de justice au sens littéral du terme, de procès. Il se trouve qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des procès qui ont condamné le nazisme et qui ont même inventé des nouveaux crimes, le crime contre l'humanité, le génocide, pour condamner ça. Le problème qui se pose avec les crimes du colonialisme, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a eu aucun procès qui s'est traduit par une condamnation d'un crime colonial dans le monde, à ma connaissance. Aucun. Si on prend juste la France, il y a des mécanismes juridiques qui ont été mis en place par des lois, la loi d'amnistie sur les crimes de la guerre d'Algérie en 1965, qui ont été inventés par la jurisprudence pour barrer la tenue de ces procès, notamment la notion de, quand on parle de crimes contre l'humanité et de génocide, enfin le crime contre l'humanité de Nuremberg, la Cour de cassation a décidé que ces crimes ne concerneraient que les crimes qui étaient jugeables à Nuremberg, donc les crimes du nazisme, ou les crimes qui sont commis dans le contexte d'un État en situation d'hégémonie idéologique. C'est le terme jurisprudentiel qui a été inventé par la Cour de cassation pour faire ça, étant entendu que seul le nazisme serait un système, un pouvoir avec hégémonie idéologique. Quand on sait ce que c'est que le colonialisme, on voit que c'est un avis qui ne repose pas sur une analyse correcte du système colonial. Mais il se trouve que c'est ça, la barrière qui a interdit la tenue des procès du colonialisme en France. On reparle de la torture en Algérie avec la mort de Jean-Marie Le Pen. Il a failli y avoir un procès en crime contre l'humanité sur des crimes du colonialisme, notamment de la guerre d'Algérie autour de la torture, quand le général Ossarès, en 2002, a confessé avoir torturé. À ce moment-là,
il y a des gens qui l'ont traîné devant les tribunaux en disant c'est un crime imprescriptible, il faut qu'il y ait un procès. Et cette procédure n'a pas prospéré parce que il y a été mis une barrière juridique par la Cour de cassation. Et donc, on n'a pas ce processus de réparation qui sert aussi à une société à avancer. La première condamnation pour un crime colonial dans un pays occidental n'est tombée que l'année dernière, quand l'État belge s'est fait condamner pour génocide, je crois, en relation avec le traitement qu'il a fait des enfants métis belgo-congolais. Il y a eu une procédure par rapport à ça, vous pouvez regarder sur Internet, et il y a eu une condamnation, et à ma connaissance, c'est la première fois qu'un État ex-colonial a été condamné devant la justice pour un crime colonial. Donc, comme les crimes coloniaux sont très nombreux et s'étendent sur des siècles, vous mesurez l'injustice qu'il y a derrière. Et donc, pour traiter cette injustice, si on ne peut pas passer par les tribunaux, il faut passer par d'autres voies de résolution. Et c'est là où les politiques mémorielles, la justice restaurative, mais plus au sens du système judiciaire, mais au sens d'une construction politique, elle prend son sens. Et c'est là où, c'est sur ce terrain-là qu'il faut penser la réparation, par exemple, des crimes de l'esclavage d'Haïti ou des crimes coloniaux de la France, par exemple, dans les guerres coloniales dans les années 40 et 50. Sur ce terrain-là, qui n'est pas un terrain judiciaire, on est capable de penser des mécanismes de réparation. Alors ça passe par la reconnaissance, donc il faut faire des rapports, s'appuyer sur les travaux des historiens et reconnaître les crimes. L'Italie l'a fait, mais l'Allemagne l'a fait au regard du génocide des populations Herero et Nama en Namibie au début du XXe siècle. Et il y a un processus très difficile, mais dans lequel l'Allemagne s'est engagée, où elle a promis un fonds de réparation de 10 milliards d'euros, 1 milliard sur 10 ans, au peuple namibien. Donc on peut le faire. Et de mon point de vue, c'est vertueux parce que ça aide évidemment les populations descendantes, les pays dans une optique de solidarité, mais ça aide aussi le pays à être lucide sur son passé et à s'engager dans une démarche qui est libératrice par rapport à ces nœuds mémoriels qui en fait sont des plaies infectées et qui continuent de s'infecter en raison du silence. C'est très compliqué, on n'y arrive jamais vraiment totalement, mais ce qui est sûr, c'est que si on laisse s'infecter cette plaie sans agir, ça finit par gangréner tout l'organisme. Et s'agissant du passé colonial de la France, nous, la position qu'on porte à la Fondation, c'est de dire il faut ouvrir ce sujet-là, il faut oser parler de réparation, il faut réfléchir à ce que la réparation peut être, et il y a des tas de manières de l'envisager, modeste, moins modeste, etc., mais que c'est vertueux de le faire, et le déni de la légitimité de cette demande, en fait, affaiblit la France, elle l'affaiblit à l'étranger, parce que la France, à ce moment-là, montre qu'elle ne s'est pas dépouillée complètement de ces postures coloniales, mais ça aide aussi à l'intérieur parce que ça permet de mieux comprendre notre diversité, de mieux comprendre des problèmes compliqués liés précisément à cette diversité, et de le faire d'une manière qui permet d'être fidèle aux principes en lesquels on croit. C'est d'autant plus important que ces principes, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, l'interdiction de la discrimination, l'interdiction de la xénophobie comme politique publique, c'est quelque chose qui était assez généralement partagé par les dirigeants français depuis l'après-guerre, en 1945, et on sait
que ces principes-là, ils sont aujourd'hui attaqués dans leur cœur par un certain nombre de paroles politiques qui veulent les mettre à bas. Et donc, si on n'est pas capable d'avoir un discours courageux et lucide sur ces bouts de notre histoire qui révèle en fait ce que veut dire vraiment l'universalisme, alors on s'affaiblit face, on parlait, la personne qui parlait de l'extrême droite tout à l'heure a eu raison de le faire quand elle a pris la parole. L'extrême droite d'aujourd'hui, celle de Marine Le Pen, n'a pas changé par rapport à Jean-Marie Le Pen sur ce plan-là. Le programme de l'extrême droite française, c'est toujours le programme du national-populisme, c'est toujours le programme de la France aux Français. Ce slogan-là, c'était le slogan de Jean-Marie Le Pen, mais c'était le slogan des nationalistes français sous la Troisième République. Et c'est un régime de xénophobie d'État qui est dans le programme du Rassemblement national aujourd'hui, et qui constitue le cœur de leur programme de réforme constitutionnelle qu'ils veulent imposer à notre pays. Donc ne pas être capable d'avoir un regard à la fois lucide, courageux, ambitieux sur ces questions, les trois noms dont je parlais, et notamment le premier qui renvoie à la lutte contre le racisme et plus généralement à la lutte contre la xénophobie, si on n'est pas capable de tenir ça, alors on part affaibli dans le combat qui a déjà commencé pour préserver nos valeurs et nos libertés. Merci beaucoup. Je vous remercie pour ce dialogue. J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'est à propos de la Déclaration des droits de l'homme de 1781. C'est justement pour dire que à cette époque, les anciens esclaves, juridiquement, ils avaient un statut, celui du meuble, défini par le Code noir de 1684, c'est-à-dire que 105 ans avant la Déclaration des droits de l'homme en France. Alors c'est juste pour dire que cette vision européenne des droits de l'homme, ils ont pensé ça justement parce que les esclaves à cette époque n'étaient pas, selon eux, des citoyens, mais des meubles. C'est justement quand on parlait de déclaration ou de droits de l'homme ou égalité en droit et en dignité pour tous les hommes, c'était pour les citoyens français ou en général les citoyens européens étaient exclus de ce cadre. Les esclaves, les hommes de Saint-Domingue, les courageux de Saint-Domingue. Ma question c'est quoi? C'est à propos de la performativité de certains mots que vous employez lors de vos discours, particulièrement le mot dette. Parce que sur le plan linguistique, si en mettant l'accent sur cette performativité des mots, ça met en scène ou ça met en acte du sens et ça fait advenir une certaine réalité. Et en se basant sur les faits, pourquoi parler de dette, mais pas de rançon? Alors, sur la Déclaration des droits de l'homme, vous avez tout à fait raison de pointer ça. C'était au cœur des tensions dans les colonies par rapport à ce texte. Il y avait deux textes, en fait, à partir de 1789 qui vont s'opposer jusqu'en 1848. D'un côté, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'autre, le Code noir, l'édit royal de 1685,
qui codifiait le statut d'esclave dans les colonies françaises. Et effectivement, ces deux textes vont rentrer en collision. Ce que j'ai voulu signaler en évoquant les mots de Mirabeau le 21 août 1789, c'est que quand on a énoncé ce principe, il y avait des gens qui immédiatement ont compris, et dans ces gens, ce n'est pas des observateurs, c'est des acteurs. Mirabeau a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui savaient qu'en formulant les choses comme ça, tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et non pas tous les hommes blancs, comme il le dit, on crée une bombe à retardement qui va faire s'effondrer le système colonialiste. Sauf que, je rebondis sur votre mot sur la performativité, sauf que ce texte-là n'a pas été performatif dans les colonies. Le 27 août 1789, après le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les révolutionnaires français n'ont pas envoyé des émissaires partout dans les colonies en leur disant, au nom de ce texte, évidemment, puisqu'il est rédigé de façon universelle, il faut abolir l'esclavage. Et donc, comme ils ne l'ont pas fait, effectivement, on peut dire que dans cette incomplétude de l'affirmation, ils étaient dans l'hypocrisie, et ils l'étaient effectivement. Et il a fallu la lutte des esclaves, quand ils se sont révoltés, pour imposer ce fait. Ça renvoie à beaucoup de logiques de libération où il y a des principes théoriques qui sont affirmés. Quand vous regardez l'histoire des droits civiques aux États-Unis, en 1954, la Cour suprême déclare la ségrégation illégale. Brown versus Board of Education. Juste après cette décision, il ne se passe rien. Et il faudra les troupes fédérales pour qu'à Little Rock, la petite fille puisse rentrer dans l'école. Et il faudra la mobilisation de Martin Luther King et des droits civiques pour imposer le Civil Rights Act et le Voting Rights Act en 64 pour effectivement mettre en place les principes de non-ségrégation. Donc cette dialectique entre des principes qu'on affirme mais qu'on n'applique pas parce qu'on n'ose pas, parce qu'il y a des intérêts économiques, diplomatiques, ou parce qu'on n'y croit pas, on se dit non, quand même, ça ne veut quand même pas dire ça. Des personnes qui sont directement concernées, qui se saisissent de ces textes théoriques en leur disant « mais appliquez ça à moi ». Les débuts du mouvement de la décolonisation, c'est des élites coloniales qui demandent à la République l'application de ses propres textes. C'est vrai dans les Antilles, c'est vrai en Algérie. On prend la République au mot. Et la République, pour le coup, sous la 3e et la 4e République, ne veut pas, parce que ça gêne ses ambitions et ses intérêts économiques, géopolitiques, etc. Donc il y a cette dialectique-là, et il ne faut pas croire qu'en 1789, tous les révolutionnaires étaient ignorants de la réalité et de l'abomination de l'esclavage, et ont voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec dans l'idée qu'elle ne s'appliquerait qu'aux Blancs. Chez certains, c'était vrai, mais chez d'autres, ça n'était pas vrai. Après, sur la formulation, ce que vous dites, on parle de dette, d'indemnité, de rançon. Moi, à titre personnel, en parlant en nom propre, ça ne me choque pas qu'on parle de rançon, parce que c'était effectivement une extorsion, l'ordonnance. C'est pas un traité, donc c'est totalement unilatéral. Ça a été imposé avec un bluff militaire, mais avec quand même des frégates armées, avec des canons pointés sur Port-au-Prince et Cap Français en 1825. Donc ça me choque pas. Après, on va produire à la Fondation, Jean-Marie est dans le groupe de travail du Conseil scientifique qui travaille là-dessus, une note sur 1825 et l'ordonnance. On verra comment on formule les choses, mais votre remarque, effectivement, elle est importante. Je vais changer un instant de casquette.
Il se trouve, et je vais faire un peu d'autopromo, vous m'en excuserez, mais ça renvoie à ces questions de langage. Le 23 janvier, vous pourrez trouver dans les librairies un tract Gallimard que j'ai écrit qui s'appelle La Révolution nationale en 100 jours et comment l'éviter, qui renvoie à des analyses que je fais depuis 2-3 ans sur le programme constitutionnel du Rassemblement national. Le programme constitutionnel du Rassemblement national, c'est un projet de loi constitutionnelle qui vise à modifier ou à introduire 25 articles dans notre Constitution pour imposer ce qu'ils appellent la priorité nationale, qui n'est rien d'autre que la préférence nationale de Jean-Marie Le Pen, qui elle-même n'est rien d'autre que la France aux Français des ligues d'extrême droite du début du XXe siècle. Tout ça mis dans un projet de loi constitutionnel. Et ils veulent modifier la Constitution, enfin imposer cette modification par un référendum, par la voie de l'article 11 de la Constitution, donc par une voie qui est inconstitutionnelle, mais qui leur permet d'éviter de passer devant le Parlement, de la même manière que De Gaulle a évité de passer devant le Parlement pour imposer l'élection du président de la République au suffrage universel. Ce qui m'a frappé, c'est que cet ensemble à la fois le fond de la réforme et la manière dont on le fait, c'est une rupture radicale avec nos principes. Sur le fond, parce que la préférence nationale, ça veut dire la xénophobie d'État, et sur la forme, sur la manière dont on le met en œuvre, parce que ce référendum, article 11 pour changer la Constitution, c'est inconstitutionnel. Comment on en parle dans les médias? Vous en avez, ce que je vous dis là, vous en avez sans doute jamais entendu parler dans ces termes-là. Ce que vous avez entendu parler, c'est que le Rassemblement national a un projet de référendum sur l'immigration. Ça, vous en avez sans doute entendu parler. Parce que c'est comme ça que c'est présenté dans les médias. Et c'est doublement faux. Parce qu'en présentant Et par ailleurs, il y a aussi cette idée que les choses auraient changé parce qu'on parle de priorité nationale, alors que Jean-Marie Le Pen parlait de préférence nationale. Sur le fond, ça ne change rien. Le programme, il est toujours là. Et donc moi, dans mon tract, j'appelle ça, comme ça doit s'appeler, un régime de xénophobie d'État. C'est un régime qui, dans la Constitution de la France, veut faire en sorte que on retire des droits aux personnes étrangères aujourd'hui. On crée par ailleurs de plus en plus d'étrangers parce qu'on supprime le droit du sol. Donc des enfants qui ont grandi pendant 18 ans en France ne deviennent pas français, restent étrangers et sont donc eux-mêmes victimes de cette préférence nationale puisqu'ils sont étrangers, alors que sous le régime du droit du sol, ils sont français et ils n'auraient pas été discriminés. C'est de la xénophobie d'État, littéralement. Ça n'est jamais présenté comme ça dans les médias. On parle de l'immigration et du référendum sur l'immigration. Et le fait de faire ça par une voie inconstitutionnelle, c'est un putsch juridique. C'est le président du Sénat de 1962 avait appelé ça une forfaiture. C'est un viol de la Constitution. Imaginez qu'un parti qui fait de la clé de voûte de son programme quelque chose qui suppose de changer 25 articles dans notre Constitution qui en compte un peu plus de 100 et qui veut le faire par une voie qui est juridiquement pas normal, inconstitutionnel, ça c'est une rupture, ça c'est une révolution. C'est pour ça que je parle de révolution nationale et l'ambition que j'ai en sortant ce livre, c'est que cette manière de parler du Rassemblement national se diffuse au-delà de simplement le cercle qu'on est là et que les gens cessent, les journalistes, les acteurs politiques, cesse de considérer le programme du Rassemblement national avec les mots du Rassemblement national. On ne parle pas de référendum sur l'immigration, on parle d'un viol de la Constitution, on ne parle pas de priorité nationale, on parle de xénophobie d'État. Et là, ça change un peu les choses.